Et je rappelle donc que cette émission fait l'objet d'un enregistrement à double titre, à la fois sur la plateforme que nous utilisons et d'autre part pour Radio Alma notamment. Alors, je vais peut-être cette fois céder la parole à nos intervenants, puisque nous avons fixé le contexte de cet événement, et interpeller Monsieur Lamassoure. Monsieur Lamassoure, vous n'êtes pas un fondateur, un père fondateur, mais vous êtes un acteur essentiel de l'histoire européenne, plus récente. Et en tant qu'ancien collègue de Monsieur Sassoli, j'aimerais un peu peut-être que vous nous évoquiez la contribution de David Sassoli à cette histoire, même toute récente. Nous avons eu des combats essentiels pour l'avenir de l'Europe, notamment en 2020, mais le combat est continu. Et puis nous raconter un peu euh, cette fonction d'acteur et de raconteur, raconteur de l'Europe, et nous parler de Monsieur David Sassoli, s'il vous plaît. Oui, merci Catherine. Je voulais saluer Catherine, Constance et puis les co-organisateurs de cette rencontre. Regretter de ne pas pouvoir être parmi vous, essentiellement pour les raisons liées à la pandémie, et saluer tous les amis, soit anciens, soit qui sont acteurs en activité dans les institutions européennes ou qui combattent pour l'Europe en dehors des institutions, le groupe Europe de l'Union européenne des fédéralistes et les autres organisateurs. Alors malheureusement, vous l'avez dit Catherine, nous sommes sous le coup de l'annonce il y a 2 jours du décès du président David Sassoli. J'ai eu l'honneur et le plaisir de le connaître et de travailler avec lui pendant 10 ans au Parlement européen, puisqu'après une brillante carrière de journaliste de télévision en Italie, il était devenu député européen en 2009 pour le groupe socialiste-démocrate. Et il a été notamment vice-président du Parlement avant de devenir président. Autrement dit, il a joué des rôles clés au Parlement dans la période qui a été la grande période des crises, en fait. La crise financière mondiale, crise de la zone euro, crise liée à l'exode syrien de 2015 et aux autres manifestations de pression migratoire, tragédie des attentats terroristes sanglants d'origine islamiste dans beaucoup de villes européennes, et puis depuis 2 ans, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et politiques partout. Et en tant que responsable du président, dans cette dernière crise, il a su faire preuve d'intelligence politique, de fermeté et je dirais d'audace en réponse à la pandémie, puisque c'est lui qui a pris la responsabilité, et c'est une première dans l'histoire des parlements démocratiques du monde, de recourir au vote à distance, à défaut de pouvoir, pour les raisons sanitaires, réunir aussi régulièrement que nécessaire les membres du Parlement européen. C'était un homme de cœur, fidèle à la tradition de sa famille politique social-démocrate. Dans cette salle ou dans cette salle virtuelle, d'autres sont mieux placés que moi pour dire en quoi consiste cette tradition, mais nous avons tous été frappés par le fait, par exemple, que par solidarité, en période de pandémie, David Sassoli avait mis à la disposition les locaux désertés du Parlement du fait de la pandémie, tant à Strasbourg qu'à Bruxelles, mis à disposition pour préparer les repas pour des personnes dans le besoin, pour installer des centres de dépistage ou même pour servir de refuge à des femmes isolées. Et en outre, il avait un trait de caractère qui est très rare en politique, qui en général chez les personnalités politiques est plutôt considéré comme un défaut si on veut réussir que comme un atout. Il était gentil. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans les commentaires que nous avons entendus depuis 2 jours, c'est ce trait de caractère qui a été assez souvent relevé. Et donc David Sassoli restera
un de ces commandants de bord discrets qui sauve le navire dans une tempête qui était aussi gigantesque qu'imprévisible. L'Europe gardera son souvenir. Merci pour cet acte de mémoire, pour une perte donc toute récente. Mais si je peux me permettre, et à moins que Madame Itzel souhaite intervenir à ce stade, j'aurais aimé reprendre une des remarques que vous avez faites, qui est effectivement la gestion des crises. En fait, l'Europe avance de crise en crise. Mais de crise en crise, est-ce qu'on arrive, est-ce que c'est lisible? Est-ce que cela fait histoire? On a parfois l'impression que justement, cette histoire s'effiloche, qu'il y a un projet un petit peu indéfini, mais qu'il manque les repères, le récit. Il manque quelqu'un qui raconte, qui prend la responsabilité de raconter et qui décide à qui il s'adresse. Je ne sais pas si Monsieur Lamassoure veut à nouveau intervenir sur cette thématique donc des crises et de l'histoire, puisque vous êtes désormais président de cet observatoire que vous avez choisi au sein du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire un cercle tout proche, quoique plus large que l'Union européenne. Oui, merci Catherine. Alors, en fait, il y a deux aspects de dimension de la question que vous posez. Il y a la question, au fond, quel est le récit de l'histoire de l'Europe, et notamment de l'Europe contemporaine, c'est-à-dire de la construction européenne. La construction européenne se fait, ça prend du temps. Nous savons, nous, et notamment l'Union des fédéralistes, que c'est une cathédrale politique qui, comme les cathédrales au Moyen-Âge, ou comme aujourd'hui à Barcelone, Sagrada Familia, prendra un siècle. On a commencé il y a 70 ans, donc on a encore 2 ou 3 décennies devant nous pour achever le projet. Mais en même temps, le projet a besoin aussi d'un récit, pas simplement d'une justification, mais d'un récit, parce que 70 ans, ça relève désormais de l'histoire. C'est plus simplement de l'actualité journalistique. Ça relève aussi de l'analyse des historiens et de l'enseignement, notamment à l'école. Mais il y a, avant de parler, si vous en êtes d'accord, de l'histoire de la construction européenne et avant la construction européenne de l'histoire de l'Europe, il y a un problème de connaissance et d'enseignement de l'histoire tout court. Et puisque vous avez évoqué mes travaux actuels, je dirais que j'ai été amené, moi qui ne suis pas du tout historien professionnel, à m'intéresser à l'histoire et à l'enseignement d'histoire par mon expérience européenne et notamment au Parlement européen. Et notamment depuis que nous ont rejoint, alors ça remonte maintenant, on va bientôt fêter les 20 ans, en 2004, ce que nous appelions les nouveaux membres, les nouveaux partenaires d'Europe centrale et orientale, dont l'histoire au XXe siècle avait été sensiblement différente de celle de l'Europe occidentale, encore plus effroyable, encore plus tragique, et des pays qui étaient tous victimes en réalité des conflits engagés par les grandes puissances qui les entouraient. Et pourquoi est-ce que l'entrée de ces pays a été un choc? Parce que nous avons réalisé, à ce moment-là, en 2004, nous avons pris conscience, et il y a dans l'audience beaucoup de membres des institutions européennes qui l'ont été et qui pourront confirmer ou éventuellement amender ce que je vais dire. Nous avons tout d'un coup réalisé que jusqu'alors, en mettant le pied dans l'enceinte du Parlement européen, spontanément, chacun d'entre nous appliquait une règle qui ne figure pas dans les traités, mais qu'on respectait mieux que toutes les règles du traité, c'est que désormais, entre nous, dans l'hémicycle, on ne parle plus du passé. On ne parle plus du passé. Et ça, c'est une différence majeure avec la politique nationale. Dans tous nos pays, la politique nationale est basée sur des références communes et donc des références passées. Le passé est utilisé dans tout discours politique. Au Parlement européen, et je suis persuadé que c'est la même chose à la Commission européenne, et c'est évidemment la même chose au Conseil,
On ne parle plus du passé. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut nous opposer appartient au passé, et le passé, nous ne pouvons plus rien y faire. Il a eu lieu. Par contre, ce qui dépend entièrement de nous, c'est le futur. Et là, nous voulons bâtir notre futur ensemble contre les fantômes du passé. Et du coup, d'ailleurs, ça permet au Parlement européen de gagner un temps fou, parce que nous sommes amenés très spontanément à examiner le contenu des textes que nous propose la Commission européenne pour ce qu'ils valent, sur la base de ce qu'ils nous proposent pour l'avenir. Et lorsque nous avons des divergences, et elles sont nombreuses, elles sont légitimes, elles sont saines, c'est un système démocratique, il y a 27 pays avec des 705 députés représentant des dizaines de partis politiques différents. Nous ne débattons même vivement que du fond, sans tout d'un coup faire allusion à des événements passés qui nous ont opposés dans des conditions dramatiques. Or, cette règle qui a fonctionné admirablement, pratiquement jusque-là, en 20 ans d'expérience européenne, j'avais assisté à un seul incident au sein du groupe du Parti populaire européen, où tout d'un coup, un de mes collègues français avait agressé un collègue allemand sur un épisode du passé. Il y a eu d'immenses scandales, suspension de séance, excuses publiques puis privées, écrites et orales, etc. On n'en parlait jamais. Puis tout d'un coup, on commence à rencontrer des Hongrois, des Polonais, et la première chose dont ils nous parlent, c'est non pas des textes qu'on allait traiter ensemble, mais c'est, nous disent les Polonais, comment se fait-il, vous Français, qu'en septembre 1939, alors que vous aviez déclaré la guerre à l'Allemagne par solidarité avec la Pologne attaquée par la Wehrmacht, l'armée française est restée chaudement, peureusement derrière la ligne magique. Et les Hongrois nous disant comment se fait-il que en 1919-1920, le traité de Trianon, à l'initiative du numéro 1 français de l'époque, Georges Clemenceau, ait amputé la Hongrie de 2/3 de son territoire et de sa population. Et donc, nous avons réalisé à ce moment-là que si nous voulions faire fonctionner de manière harmonieuse, dans l'esprit de famille qui nous avait animés jusque-là, l'Union européenne élargie enfin à quasiment toute l'Europe, l'Europe centrale et orientale, il faudra compléter encore un petit peu, il fallait d'abord que nous comprenions que ces pays avaient une histoire différente de la nôtre, que chez eux, l'histoire était encore prégnante, parce que, alors que nous avons retrouvé notre liberté après 1945, eux ne l'ont retrouvée qu'en 1991. Et donc, il leur a fallu, à ce moment-là, bâtir à la fois un régime démocratique, se débarrasser des dirigeants du passé, tout en gardant celle des élites qui était encore nécessaire. C'est un exercice très compliqué. Mettre en place des institutions pleinement démocratiques, avec tous les aspects de l'état de droit, l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias, etc., mais aussi reconstituer un esprit national d'une nation démocratique dans une Europe désormais en paix. Et ça, c'est très difficile, parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, notamment dans l'enseignement de l'histoire, en réalité, toutes nos nations, qui sont toutes nées dans la guerre, par la guerre et pour la guerre, sans exception, ont mis en place, à partir du 19e siècle, pour les plus anciennes d'entre nous, un enseignement de l'histoire à l'école, chez les enfants, qui était fondé pour soutenir l'esprit national, faire naître parfois, développer l'esprit national, et je dirais dans une perspective nationaliste, puisque à l'époque, la guerre apparaissait comme un fléau naturel à l'humanité, et que donc la période de paix, il y a eu des périodes de paix d'une vingtaine d'années tout au long du 19e siècle, et d'une certaine manière du 20e, c'était en fait l'addition d'une après-guerre et d'une avant-guerre. Et on préparait dans les écoles la guerre
suivante. Or, voilà que, après 1945, pour l'Europe de l'Ouest, après 1991, pour l'Europe centrale et orientale, nous sommes entrés dans un âge différent. Et que grâce à la construction européenne, et ça, je dirais, c'est le miracle de la construction européenne, en Europe, sur le continent européen, sur la partie du continent qui est dans l'Union européenne, non seulement nous connaissons la paix, une longue paix depuis 1945, encore une fois à l'ouest, au moins depuis 1991 au centre et à l'est de l'Europe, mais une paix qui n'est plus simplement une absence de guerre, qui est une paix des cœurs, la réconciliation entre nos pays. Plus aucun de nos citoyens n'imagine faire la guerre aux pays voisins. Nous avons d'ailleurs tous supprimé le service militaire obligatoire. Et donc, raconter l'histoire, faire réémerger ou moderniser, rajeunir le sentiment national, à l'âge de la paix que nous espérons perpétuelle, en tout cas qui a été durable, qui est une paix de réconciliation, que nous voulons tous renforcer, plutôt que de faire ressurgir les fantômes du passé, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, qui exige une réflexion très profonde sur ce qu'est l'identité nationale et comment, dans cette Europe de la paix qu'on espère perpétuelle, elle se conjugue avec l'identité européenne, et les deux s'ajoutant, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que lorsque nous avons tous assisté, en étant évidemment catastrophés, à l'émergence, la montée, parfois l'apparition comme des champignons après la pluie, dans tous les pays européens, sans exception, de partis extrémistes, en général extrême droite, parfois extrême gauche, populistes, démagogues, anti-européens bien entendu au passage, xénophobes et en réalité racistes. Et le phénomène s'aggravant, allant dans certains pays jusqu'au néo-nazisme. Nous avons été un certain nombre à nous poser la question, est-ce que la mauvaise qualité ou les insuffisants enseignements d'histoire à l'école ne sont pas l'une des raisons, parmi d'autres, de l'émergence de ces phénomènes? Et c'est pour ça que quand j'ai décidé, puisqu'il faut quand même avoir la sagesse de laisser à temps la place à la jeune génération, de ne pas me représenter au Parlement européen, et je félicite nos successeurs d'avoir réussi des choses que nous n'avons pas pu faire, j'ai décidé de regarder d'un peu plus près ce qui se passait dans l'enseignement d'histoire. Comme il n'y a pas de compétences de l'Union sur le contenu des programmes d'enseignement, il y a des compétences très limitées en matière d'éducation, c'est une compétence dite d'appui, qui donne lieu au programme européen le plus emblématique, le plus connu, le plus populaire, et je dirais le plus efficace, Erasmus, mais qui s'interdit d'entrer dans le contenu des systèmes d'éducation, à plus forte raison des programmes ou des manuels. Je me suis plutôt tourné vers le Conseil de l'Europe, une organisation très différente, plus ancienne, qui était entre nous une sorte de Belle au bois dormant, qui remplit une fonction différente, qui est une organisation que je qualifierais de soft, molle en français serait un peu malvenu, mais alors que l'Union européenne est une organisation hard, c'est-à-dire qu'elle fait du droit, elle impose des règles. Le Conseil de l'Europe n'impose rien, c'est purement intergouvernemental. Il émet des recommandations ou, s'il envisage des règles de droit nouvelles, il propose à la signature de qui veut, ce qu'on appelle des conventions, traités internationaux, que joignent qui veut, d'ailleurs membre du Conseil d'Europe ou pas. Et donc, j'ai mis à profit la période de présidence française du Conseil de l'Europe, c'était il y a maintenant 3 ans, pour proposer que le Conseil de l'Europe s'intéresse au contenu de l'enseignement de l'histoire et s'intéresse tout simplement au suivi des nombreuses recommandations tout à fait excellentes qu'il a faites
ces dernières années pour améliorer le contenu de l'enseignement et surtout s'assurer que nous enseignons à nos enfants des récits nationaux différents qui sont compatibles les uns avec les autres et qui contribuent à renforcer cette réconciliation miraculeuse en évitant de faire renaître les fantômes du passé. Et d'où cette proposition de créer un observatoire, simplement pour savoir ce qui se passe dans les salles de classe des 47 pays de la grande Europe. La France a fait cette proposition il y a maintenant 2 ans et demi. Elle a été acceptée par le Conseil de l'Europe. Nous avons mis en place, à travers une procédure qui ressemble beaucoup à ce que nous appelons dans l'Union européenne la coopération renforcée. Au Conseil de l'Europe, ça s'appelle accord partiel élargi. C'est-à-dire que tous les pays sont d'accord pour que cette initiative soit prise, mais seuls certains des pays membres sont d'accord pour y participer tout de suite, faire partie des membres fondateurs. Nous avons 17 membres fondateurs, 10 membres de l'Union européenne, 7 membres extérieurs à l'Union européenne, dont la Russie et la Turquie, et la Géorgie et l'Arménie, donc ça va jusqu'à les confins orientaux du continent géographique européen. Et nous avons mis en place tout le dispositif pendant l'année dernière. J'ai été élu président du board, du comité directeur politique, et nous avons réuni un conseil scientifique. Tout ça fait en communication étroite avec Constance Hitzel et en s'inspirant de son expérience, ce conseil scientifique qui va superviser le travail de collecte des données et de présentation des données de la situation de l'enseignement dans ces pays. Et donc, c'est une démarche qui est modeste, je serais tenté de dire de manière non modeste, la démarche Monet. C'est-à-dire, on commence par faire une proposition qui est tellement humble que personne ne peut s'y opposer. Je vous propose de faire une photographie, qu'est-ce qui se passe dans nos salles de classe, sachant que, de toute façon, les informations que nous collectons, aucune n'est confidentielle. Le contenu des programmes figure au journal officiel de nos pays et les manuels sont disponibles en librairie. Alors, simplement, il faut compléter ces informations de base, il faut les traduire dans des langues compréhensibles par tout le monde. Donc, les langues du Conseil de l'Europe, c'est l'anglais et le français. Et on en fera une présentation harmonisée de manière à ce que la comparaison soit possible. Et je termine là cette présentation de ce que nous avons engagé. Notre stratégie comporte en fait 2 volets. Premier volet, la photographie. Photographie que nous allons veiller à faire, nous avons commencé, nous publierons la première photographie globale dans 2 ans, il faut 2 ans pour faire ça, si on veut le faire sérieusement, élaborée par des professionnels choisis exclusivement pour la qualité professionnelle, sans tenant compte du fait qu'ils aient soutenu ou pas par leur gouvernement ou leur position dans leur pays, et dans un cadre tout à fait européen au sens de la Grande Europe, de manière à ce que la photographie soit incontestable. Premier bras, en quelque sorte, de la stratégie. Second bras, second élément, le jour où on publie la photographie, on la mettra à jour après, un peu comme le système PISA pour les sciences dures, tous les 2 ou 3 ans, on organise, enfin le jour, dans la période, dans les jours qui viennent, dans la semaine ou au moment où on publie cela, on organise une multitude de débats auprès de tous ceux que ça intéresse. On dirait en anglais tous les stakeholders. Bien entendu, les enseignants, bien entendu, les académies, les universités en sciences humaines, les organisations non gouvernementales, notamment celles qui sont accréditées auprès du Conseil de l'Europe, qui sont très nombreuses et très actives, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les syndicats d'étudiants, les assemblées parlementaires. Je suis en contact avec la commission culte du Conseil du Parlement européen, qui devrait m'auditionner dans quelques semaines. Évidemment, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, probablement
beaucoup de nos parlements nationaux ou régionaux, les médias, de façon à ce qu'ils commentent et qu'ils apportent tous les jugements, les critiques, les recommandations qu'ils voudront faire. Et je puis annoncer à l'avance qu'il y aura matière à beaucoup de commentaires. Parce que la mission préparatoire que le gouvernement français m'avait confiée pour justifier auprès de nos partenaires du Conseil de l'Europe la création de tel observatoire, cette mission préparatoire que j'ai faite avec les informations disponibles auprès du ministère des Affaires étrangères et des ambassades françaises dans les pays de la Grande Europe et auprès du Conseil de l'Europe lui-même, montre que la situation est très préoccupante. Dans beaucoup de pays membres de la Grande Europe, l'enseignement de l'histoire est revenu, parce que ça avait évolué, mais est revenu à, disons, un enseignement, si on est gentil, très chauvin, très nationalo-centré. De manière plus surprenante, mais qui n'est pas rassurante, il y a des pays d'Europe où l'histoire n'est plus enseignée du tout. On enseigne de grands événements du passé, des études transversales sur la christianisation de l'Europe du Nord entre le Xe et le XIIe siècle après Jésus-Christ, la condition ouvrière au Royaume-Uni pendant la Révolution industrielle, les Lumières, la philosophie des Lumières, le Risorgimento, non pas le Risorgimento, le Quattrocento italien, mais parmi des dizaines de sujets dans lesquels chaque professeur fait son cherry picking, fait son marché, choisit les sujets qu'il propose à ses élèves, et ces sujets n'ayant aucun lien les uns avec les autres, pas de chronologie, impossibilité d'expliquer le déroulement des événements, et évidemment pas plus la construction européenne que ce qu'a été le XXe siècle, ce XXe siècle pour lequel, par exemple, l'accent est mis à juste titre sur l'Holocauste et les horreurs de l'Holocauste, mais sans qu'on enseigne pourquoi il y a une guerre, quels ont été les résultats de cette guerre et en quoi les résultats de cette guerre ont des conséquences pour notre vie politique, à la limite notre vie quotidienne en Europe aujourd'hui, ou pour l'attitude de certaines grandes puissances anciennes ou actuelles aujourd'hui. Ce qui fait que sur l'ensemble du continent européen, les pays où on assure dans les salles de classe, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, un enseignement d'histoire qui est un vrai récit expliquant les événements, l'enchaînement des événements, le rôle des personnages et présentant à la fois les pages de gloire, les pages lumineuses et les pages tristes, noires, horribles, abominables de notre passé commun. Et le tout dans un esprit de consolidation de la réconciliation entre nos peuples et non pas d'exacerbation des ressentiments passés. Les pays qui font ça sont très minoritaires. Et dernier exemple, pour montrer que la photographie complète et élaborée plus scientifiquement que celle que j'ai faite sommairement donnera lieu à beaucoup de débats et de suggestions, dans la moitié des pays du cœur de l'Europe, l'Union, notre Union, dans le chapitre d'histoire contemporaine, on n'enseigne pas la construction européenne. On ne sait pas qui était Jean Monnet ou Robert Schuman. On sait que Konrad Adenauer était un chancelier allemand. On ne sait pas le rôle qu'il a joué, considérable, dans la construction européenne. Et donc, il n'est pas indifférent
d'essayer de mettre en place cette mécanique dont le but, évidemment à long terme, est de faire en sorte que, sous la pression de toutes les réactions que suscitera ce tableau, les pressions venant de la base, du bottom-up, non pas pression politique d'un organisme international, ni du Conseil de l'Europe, ni de l'Observatoire. L'Observatoire ne fera aucun commentaire. Il fait la photo, c'est tout. Mais de manière à ce que les débats puissent avoir lieu sur la base d'une photo que personne ne conteste. Chacun qui veut débattre fera le commentaire qu'il veut, de manière à ce que petit à petit, là où c'est nécessaire, le contenu, les méthodes, la pédagogie, la finalité de l'enseignement de l'histoire s'améliorent pour contribuer à cette réconciliation. Et naturellement, parmi les programmes, la prise en compte du passé de l'Europe, la présentation du passé de l'Europe comme en fait 2000 ans d'une guerre civile européenne à laquelle nous avons pu mettre fin depuis la construction européenne, et de manière plus récente, cette construction européenne elle-même, son originalité, son apport, devront avoir une place importante. Bien, merci Monsieur Lamassoure pour cette présentation très circonstanciée. Je comprends donc cet observatoire, une initiative modeste, comme vous dites, avec la ruse infinie, parfois de l'Europe, mais modeste et pourtant essentielle, parce qu'il ne s'agit pas, il s'agit d'organiser le débat et de rendre visible ce que l'Europe est souvent, et peut-être de plus en plus, un peu l'arlésienne, c'est-à-dire l'invisible, la muette, et ce qui n'est pas sans avoir un impact grave, et assez grave pour les citoyens européens, pour l'espace démocratique européen. Je pense que nous avons beaucoup de questions déjà à votre intention, qui sont en attente, mais j'aimerais, avant de donner la parole au public et à toutes les questions qui attendent, la parole à Madame Itzel, puisque nous avons parfois le sentiment que les Européens ignorent, oublient leur histoire, mais parfois aussi leur géographie, et que quelque part, ils ont oublié les évidences, c'est-à-dire qu'ils ont une communauté de destin sur le continent européen, et que donc cela doit motiver toute leur construction et leur engagement dans la solidarité. Ça, c'est un travail qui, me semble-t-il, est central dans la maison de l'histoire européenne que vous avez construite avec toute une équipe et ouverte en 2017. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu d'abord pourquoi une maison de l'histoire européenne et pourquoi pas un musée? Oui, alors tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est un grand honneur et j'aimerais d'abord me rallier à l'expression du deuil et du choc par rapport au décès du président Sassoli. Le président Sassoli a ouvert la législature présente de la Commission européenne le 1er décembre 2019 à la Maison de l'Histoire parce qu'il voulait replacer le travail des institutions européennes actuelles dans le cours de l'histoire et aussi exprimer la responsabilité donc des institutions européennes actuelles en créant l'histoire. Donc, on est tous sous le choc et j'espère qu'on va continuer le travail dans son intérêt. Voilà, donc pour en revenir à votre question, je voudrais d'abord peut-être rebondir sur ce qui a été dit par M. Lamassoure, parce que j'ai été très intéressée par le fait qu'il ait évoqué le Parlement européen et le fait que d'abord on ne parlait pas de l'histoire et puis c'est revenu depuis 2004. En fait, ça reflète une dynamique qu'on a aussi dans notre musée, parce qu'en fait, il y a une sorte de méta-réflexion sur comment traiter du passé. Il y a une sorte de fil rouge, une méta-réflexion sur la mémoire collective, les usages de la mémoire et aussi la dichotomie entre la mémoire et l'oubli. Et donc, nous avons dans une seule salle juxtaposé une citation de Winston Churchill qui disait juste après la guerre, il faut oublier parce que sinon, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et en face, sur le mur opposé, une citation de 86 qui dit, il faut qu'on se souvienne
parce que sans souvenir, sans mémoire, il n'y a pas d'espoir. Donc, cette dichotomie entre se rappeler, avoir une mémoire commune ou morcelée, mais aussi oublier pour aller de l'avant. Nous avons cette méta-réflexion à plusieurs endroits et j'aimerais aussi rebondir donc sur l'importance de faire allusion aux différents récits qui existent en Europe, parce que je suis d'accord qu'il faut créer des récits communs, pas un seul, mais des récits communs, mais nous avons aussi une grande diversité de récits et nous avons des usages politiques qui sont faits actuellement de l'histoire et pour la plupart d'un point de vue national, voire nationaliste. Et je pense qu'il faut montrer il faut éduquer un peu le public à reconnaître ces mécanismes d'usage politique du passé pour diviser. Maintenant, je pense qu'il est aussi possible de parler de l'histoire et de réconcilier. Et là, j'en viens à ce qu'a dit Monsieur Lamassoure sur le fait est-ce que le passé nous divise seulement? Je pense que notre musée montre avec les efforts qu'on a fait de créer un récit commun, une narration, qu'il y a beaucoup de processus historiques qui en fait montrent beaucoup plus de similitudes que nous le pensons. Et nous avons essayé de montrer dans notre musée que les périodes historiques qui ont le plus marqué le continent au XXe siècle sont de nature européenne, voire globale. Donc, en fait, on ne peut pas morceler ces événements historiques et les regarder uniquement d'une perspective nationale, voire régionale, voire locale, parce qu'on va passer à côté de la réalité historique. Donc, je prends pour exemple les révolutions de 1848. C'est un phénomène européen. La création de certains États-nations en 1918, c'est un phénomène européen. Même le phénomène de nationalisme est un phénomène européen. Donc, voire maintenant mondial. Donc, on ne peut pas, je pense qu'il faut une certaine fluidité, il faut reconnaître la réalité historique et la regarder de la perspective appropriée au phénomène historique et ne pas venir avec une perspective, un point de vue fixe, figé, que ce soit national ou européen ou local, et mettre tout dans cette boîte-là, en fait. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre parce que je ne parle pas ma langue maternelle, comme vous pouvez le constater. Mais je pense qu'il est très important de ne pas négliger la multitude, la pluralité de perspectives, de créer des récits européens, mais aussi de ne pas oublier d'attirer l'attention du public sur la diversité des récits qui existent à des niveaux nationaux, régionaux, voire locaux. Et une des choses qu'on essaie de faire avec notre musée, à travers des événements, par exemple, ou à travers des débats, c'est aussi de juxtaposer la multitude, la pluralité des perspectives. Je vous donne comme exemple un événement qu'on avait organisé pour commémorer 1989, où on ouvre l'exposition permanente à des poètes ou des historiens de plusieurs pays pour guider dans notre exposition. Et chacun raconte une histoire différente. Et ça, c'est important, c'est qu'on se rende compte du point de vue lettonien, du point de vue polonais, du point de vue français, du point de vue de quelqu'un qui est imbriqué par son histoire familiale et qu'on adresse cette pluralité et qu'on en ait conscience pour aller de l'avant ensemble. Et maintenant, j'en viens à répondre à votre question sur la maison de l'histoire européenne. En fait, le musée, quand il a été proposé en 2007, il s'est placé dans une tradition de musée d'histoire contemporaine, qui a commencé en Allemagne avec la création de la Maison de l'Histoire de la République fédérale d'Allemagne, d'abord pour l'Allemagne de l'Ouest, mais après, la réunification est arrivée en cours de route, donc ils ont élargi. Et donc, par la suite, il y a eu la création de plusieurs maisons de l'histoire. Parfois, elles ont abouti, parfois pas. Donc, en Autriche, il y a maintenant une exposition temporaire sur la Maison de l'Histoire d'Autriche. En France, le projet n'a pas été terminé. Dans plusieurs régions allemandes, il y a aussi des maisons de l'histoire. Et à chaque fois, c'est un modèle similaire. C'est un musée d'histoire contemporaine qui a pour but d'expliquer le présent
et de servir de base pour la création d'un futur commun. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, mais j'attends vos questions pour continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Hetzel. Donc, effectivement, le passé est morcelé et souvent, nous restons dans un état de division dès lors que nous devons assumer notre histoire. C'est quand même un réel problème. Et la question que j'aimerais peut-être approfondir, c'est pourquoi ou comment est-il possible que les écoles, y compris parfois, je crois, les écoles européennes, restent figées dans l'histoire nationale. Et comment est-ce qu'on peut corriger ce qui semble un total paradoxe? L'histoire n'est admissible que lorsqu'elle est assumée au nom d'une nation qui semble, d'une part, une vision extraordinairement étroite et une trahison des phénomènes transeuropéens. Vous avez parlé de 1848, on peut parler de la Révolution française, on peut parler de beaucoup de choses. Les mécanismes qui ont traversé l'histoire et qui ont ensuite même diffusé vers le reste du monde. Que peut-on faire contre ces inerties et ces rigidités? Alors, Catherine, oui. comment on s'inscrit? Je lève la main parce que je ne vois pas de bouton. Oui. Comment tu t'inscris? Ben, je pense que… Je lève la main. Eh bien, alors tu as levé la main et donc je suppose que n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a déjà plusieurs questions qui sont là. Et si vous ne voyez pas de main, alors là, c'est la faute, pas à moi. Alors, est-ce que tu avais une question? Oui, tu me donnes la parole? Oui. Oui, alors deux choses. D'abord, sur les écoles européennes, j'étais 8 ans président de l'association des parents d'élèves et l'histoire est enseignée dans la langue, la première langue. Ça veut dire que tu es dans la section francophone et tu apprends l'histoire, comment dire, tu apprends l'histoire de la section anglophone. Donc, il n'y a pas d'effort finalement, puisqu'on fait l'histoire dans la première langue, dans la seconde langue. Il n'y a pas d'histoire de commune, il y a des histoires nationales. Et peut-être que ça tient à la nature intergouvernementale du Conseil supérieur des écoles européennes et où l'effort donc n'est pas, il n'y a pas d'effort puisque finalement c'est intergouvernemental. Mais ce que je voulais dire par rapport aux deux intervenants, je me permettais de nuancer un peu ma perception et même je dirais peut-être j'aurais un désaccord parce que l'Union européenne, la construction européenne s'est faite sur la base du rejet du stalinisme et du fascisme. Et y compris l'élargissement, c'était le rejet du socialisme réellement existant, comme le disait un Est-Allemand, et donc le vouloir d'une démocratie sociale de droit respectant les minorités. Et donc, à partir du moment où la raison d'être et la fondation de la construction européenne, maintenant de presque un siècle bientôt, enfin dans quand même quelques dizaines d'années, et elle est fondée sur un double rejet, et effectivement, il y a les bases politiques pour que le récit, effectivement, soit commun. Autant, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, il pourrait y avoir des divergences, autant, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est clair que, y compris pour les Allemands, le rejet du fascisme, et c'est le cas, est une raison fondamentale. Et donc, la constitution d'une Allemagne démocratique s'est faite sur les mêmes valeurs que celles de la construction européenne. Et donc là, il y a quelque chose qui est commun, qui permet de bâtir un récit commun. L'autre chose que je voulais dire, c'est que vous semblez dire que, comme dit la chanson, du passé, il faut faire table rase. Et moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse du passé table rase, parce que le passé est présent dans le présent et dans le futur. Ayant vécu en Roumanie de parents grecs, je peux décrire une anecdote, celle de Istratis et de Tudor Vladimirescu.
Tudor Vladimirescu était le chef d'une révolte paysanne. Istratis descendait de la cour du tsar pour aller libérer la Grèce de l'oppression ottomane. Il s'est allié à Tudor Vladimirescu pour le faire réussir, en comptant sur lui pour que Tudor Vladimirescu le suive pour attaquer Constantinople, enfin Istanbul, qui est le nom grec, comme vous le savez. Le résultat des courses, Istratis a honoré sa présence, mais Tudor Vladimirescu ne voulait pas. Istratis a tué Vladimirescu, et Vladimirescu a su les Roumains ont tué aussi le général grec. Et donc, moi, grec en Roumanie, j'étais tiraillé entre une vision de Tudor Vladimirescu est un traître et l'autre est un héros et inversement. Le fond du problème, et c'est pour ça qu'il faut revisiter le passé, qui est nécessaire, c'est qu'on peut aujourd'hui comprendre que peut-être ce que demandaient les Grecs aux Roumains à l'époque était disproportionné par rapport à ce que les Roumains étaient, c'est-à-dire une révolte paysanne pour crier le désespoir qu'ils avaient par rapport au système féodal et qu'ils ne pouvaient pas les suivre, ils n'étaient pas à même de les suivre, ce qu'aurait dû comprendre aussi le grec. Et donc, ce que je veux dire par là, à travers cet exemple, que nous avons besoin de revisiter le passé pour rendre intelligible ce qui s'est passé, parce que si on ne fait pas ce travail, et qui est un processus jamais figé, vous savez que les nationalismes ressortent, même en France aujourd'hui, on parle d'ébauche en ce qui concerne l'Allemagne, et il y a des gens qui représentent un cinquième de l'électorat, qui, au moins, qu'est-ce que je dis? La moitié de l'électorat est nationaliste et non pas européen, et nationaliste qui rejette l'autre, qui rejette son prochain, dirait les croyants. Et donc, l'examen et le débat sur le passé me semble nécessaire pour bâtir le présent et le futur, et surtout ce qui me paraît encore plus essentiel, c'est de se rappeler que l'Europe, elle s'est constituée sur une base. Et cette base et sa raison d'être, c'est le récit qu'elle doit avoir, parce que si on a ça, on n'a pas si on n'a pas ce récit, eh bien, il y aura plus d'Europe. C'est pour ça que la question des valeurs européennes, de l'état de droit, des droits de minorité, ce ne sont pas des questions secondaires, ce sont des questions centrales dans le récit européen qui doit défendre cette approche qui est constitutive de ce que nous sommes. Excuse-moi, Catherine, pour la longueur de mon intervention. Est-ce que tu avais une question en 2 mots? Et la question, c'était… Sinon, je passe la parole au… Je nuancerai leur propos. La question, c'est je nuance le propos. Du passé, il ne faut pas faire table rase comme le préconise l'international. Et je pense que le passé, il faut le revisiter au vu de ce que nous sommes aujourd'hui, évidemment. Et c'est en étant ce que nous sommes aujourd'hui qu'on peut revisiter le passé. Parce que nous sommes européens, les Roumains peuvent comprendre les Grecs et les Grecs les Roumains, peut-être. Et en même temps, il le faut à partir d'un socle commun qui est une histoire commune, qui doit être enseignée. Alors, sur l'éducation européenne, à mon avis, oui, il faudrait faire évoluer le système, mais il évolue. Bon, comme souvent, il n'a pas de question. Non, il y a un commentaire et l'affirmation d'une nuance. Mais je ne pense pas qu'ils seront fâchés de cette intervention. Enfin, merci beaucoup de ce témoignage. Et je voulais rebondir un petit peu, passer la parole d'une part à quelqu'un. Nous ne sommes pas très nombreux pour les raisons évidentes de distanciation sociale, mais quelques-uns sont venus sur place et j'avais un intervenant, Monsieur Drevet, je crois, avec une question. J'ai également Monsieur Giorgio Clarotti et Madame Gougou. Mais d'abord, Monsieur Drevet, s'il vous plaît. Merci. En fait, je voulais souligner, on a encore aujourd'hui des manuels scolaires. On entend mal, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui entends mal. Il faudrait parler plus fort. On a aujourd'hui un certain nombre de manuels scolaires qui sont extrêmement orientés dans le sens de l'exaltation de la nation et qui vont même jusqu'à la falsification. C'est-à-dire à une époque où les opinions ont quelquefois davantage que les faits, je pense qu'il y a énormément de travail à faire, ne serait-ce que pour expurger les manuels scolaires d'un certain nombre d'affirmations polémiques, comme nous-mêmes en France nous en avons connu avant la guerre de 14 et qui ont permis
Deuxième Guerre mondiale. Winston Churchill disait que les Balkans avaient trop d'histoire. Peut-être que c'est très bien d'avoir de l'histoire, mais il faut que cette histoire soit basée sur des faits et qu'elle nous donne effectivement une appréciation à peu près objective de la situation, de l'évolution plutôt de ces pays. Et c'est un facteur important parce que les gens sont extrêmement influencés par les manuels scolaires. Et assez souvent, ce qu'ils apprennent à cet âge-là n'est pas remis en cause. Et dans leur vie adulte, en fait, ils se réfèrent encore souvent à ces manuels. Donc, la question était de savoir, à partir du travail que fait Alain Lamassoure, dans quelle mesure, effectivement, l'objectif serait de parvenir, effectivement, non pas peut-être à une histoire commune, parce que ça, c'est beaucoup de travail, et puis on a des historiens qui sont là pour faire les analyses, mais au moins à des manuels scolaires qui nous évitent des falsifications ou des polémiques dont on a vraiment plus besoin. Alors, je vais peut-être, merci beaucoup, Monsieur Drevet, avant de redonner la parole à Alain Lamassoure et Constance Etzel, qui se répartiront les réponses, et proposer d'écouter Monsieur Giorgio Clarotti, je crois qu'il y avait une question, et Madame Daphne Gogou, s'il vous plaît. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde, bonne année. J'ai été élève des écoles européennes dans les années 70-80. Je vois Madame Simon, qui était ma professeure de français, qui est là, ça me fait très très plaisir. Et puis fonctionnaire pendant 30 ans à la commission. Et j'ai vu à l'école européenne que le problème que M. Vlandas présentait ne se trouve pas seulement, je suis scientifique de formation et de travail, pas seulement dans les manuels d'histoire. Dans les manuels scientifiques des années 70 à l'école européenne, si on regardait le concept de pression, dans les manuels anglophones, c'était James Watts qui a inventé la machine à vapeur, etc. Dans les manuels français, on mettait en avant Papin. Dans les manuels italiens, c'était quand même M. Torricelli qui a permis de le mesurer grâce au baromètre. Et les manuels allemands, tout commence avec Otto von Guericke et le sphère de Magdebourg. Donc, nous sommes les héritiers de 100 ans de ce que M. Jules Ferry avait dit lorsqu'il avait fait les premiers manuels français modernes, c'est qu'il faut faire des citoyens français. Donc, il faut faire des citoyens, des gens qui soient aptes à travailler dans le monde moderne, mais les manuels doivent aussi faire des Français. Et à l'école européenne, on a étudié l'histoire d'abord sur des manuels italiens, puis sur des manuels français, et puis j'ai travaillé surtout dans le monde anglophone. C'est vraiment évident comment on essaye de donner une idée de nation, une idée de peuple dont il faut être fier avec des valeurs. Et je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives d'avoir un manuel pour les écoles européennes, qu'il y a eu plusieurs projets financés par l'Union européenne, mais je suis plutôt d'accord, l'observation que j'ai, ma femme maintenant enseigne aux écoles européennes, et je vois que la tendance est plutôt à mettre en cause, et on retrouve dans les manuels des falsifications, d'autant plus que l'Europe s'est nettement diversifiée et qu'il y a des divisions au niveau politique, comme Jean-François Drevet a dit. Les manuels sont faits aussi pour faire passer des idées, et on fait très très attention aux manuels. On pourrait imaginer que des professeurs fassent le manuel qui historiquement soit le plus parfait. Ce serait déjà un départ de le mettre à la disposition. Je sais qu'aux écoles européennes, que je sache, on n'est pas encore arrivé à le faire adopter. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manuels que certains professeurs utilisent, mais il n'y a pas un seul manuel, parce que Donc la question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un manuel? Est-ce qu'il en existe? Je sais, est-ce que vous-même, en tant que responsable de l'Observateur, M. Lamassoure, vous en avez, ou vous-même au musée, vous en avez déjà identifié 2 ou 3 desquels on pourrait partir? Merci beaucoup pour votre réponse et ce débat. Merci beaucoup, Monsieur Clarotti. Et peut-être encore, allez, 1 ou 2 questions, mais rapides et concises si possible, parce que le temps passe et que notre conférence finira à 14h maximum. Madame Gogou, Daphné.
Oui, merci beaucoup Catherine et un grand merci pour Monsieur Lamassoure d'être avec nous et de partager cette excellente initiative. On est dans une famille grecque de juristes, mais on est fan de l'histoire. Alors moi, j'aurais aimé revenir sur la question des frontières de l'Europe et l'identité, c'est-à-dire comment on reprend le narratif de l'histoire afin de définir l'identité européenne. Et dans ce contexte, je pose la question des frontières concernant les Balkans, concernant les pays du Caucase, l'Ukraine. Et bien sûr, on revient sur la diversité religieuse. Comment on procède cette question qui est cruciale pour voir l'évolution en Europe, la mobilité des populations et la création des pays. Et si on a vraiment, et si on a focalisé sur cette question, qui, de mon point de vue, c'est très important pour la cohérence de l'Union européenne et pour une approche plus cohérente de l'histoire moderne. Merci. Merci. Et une dernière, je vois que M. Ambroise Perrin, si je puis donner son nom, a levé la main. Et puis, je vais redonner la parole aux intervenants, si vous en êtes d'accord, M. Lamassoure et Mme Hitzel. Hein. M. Perrin? Oui, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, félicitations Catherine pour le succès de ce Zoom, puisque je viens seulement de réussir à venir, puisqu'il y avait trop de participants. Voilà. C'est simplement une anecdote, mais je crois qui est très significative. Lorsque je travaillais au Parlement européen, je prenais beaucoup de stagiaires parce que je trouvais que c'était très intéressant. Bon, je suis passionné par la littérature et par l'histoire. Et pour me présenter, à chaque fois, je disais « Je suis né le jour de l'enterrement de Staline ». Alors, anecdote, deux étudiantes de l'ULB, Sciences Po, donc, enfin sciences internationales, diplomatiques. Staline, je ne connais pas. Je continue un petit peu. Plein de questions comme ça, on discute. Le Biafra, ah oui monsieur, ça je connais, c'est une maladie des petits-enfants en Afrique avec le gros ventre. J'en arrive à Auschwitz. Auschwitz, vous savez ce que c'est? Ah oui monsieur, c'est la guerre des Juifs contre les Allemands. Ah bon? Qui a gagné la guerre? Je ne sais pas monsieur, mais qui l'a perdu? Ben, les Allemands. Ah oui, oui, voilà. Simplement pour vous dire que l'enseignement de l'histoire pour des jeunes, disons, de base, ordinaires, a besoin de se plonger dans des racines absolument de base et qu'il faut, je crois, vraiment travailler sur ces sujets de façon, comme pour la littérature, nous avions les Lagarde et Michard qui n'existent plus, des trucs de base. Voilà, donc, et je prends une anecdote pour, à l'école européenne. Ma fille, elle a fait la Seconde Guerre mondiale en 2 heures. Voilà. Donc, il y a des choses de sensibilisation qu'il faut absolument en être conscient, quoi. Il y a des choses de base. Voilà. Merci, Catherine. Voilà, merci beaucoup. Donc, plusieurs questions, en particulier sur la disponibilité de manuels d'histoire européenne et la nature des manuels actuellement disponibles, la difficulté de les diffuser et la dimension aussi de la géographie, c'est-à-dire des frontières. Est-ce que M. Lamassoure ou Mme Hitzel, ou les deux, à tour de rôle, veulent se ressaisir de cette question? Oui, volontiers. Je vais apporter, alors, en ne prenant pas trop de temps de parole, quelques réponses à ces questions qui sont toutes passionnantes. Alors, très rapidement, je commence par la dernière, celle de M. Perrin. M. Perrin donne des exemples qui illustrent ce que je disais dans mon propos introductif, formidable carence de l'enseignement de base de l'histoire, avec aussi un biais que nous retrouvons dans les livres d'histoire que lisent les adultes. Chaque année, je me livre un exercice qui est très éclairant et qui est hélas terrible pour tous ceux qui sont attachés à l'histoire de l'Europe, qui est de regarder au moment de la rentrée littéraire à l'automne, quels sont les ouvrages d'histoire proposés dans les librairies, notamment les grandes chaînes de librairies comme en France la FNAC, au grand public. Cette année, au moment
des cadeaux du Père Noël en décembre. En France, dans les livres d'histoire grand public, c'était l'année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Donc, il y avait 12 titres sur l'histoire de Napoléon, c'est normal. 77 titres sur la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945. Et là-dessus, 28 titres sur la Shoah. Pas un seul sur la construction européenne. Voilà, voilà l'état de la France, la connaissance de la France, des adultes de la France, et naturellement, si les éditeurs ne s'y intéressent pas, c'est parce qu'au départ, dans les programmes d'enseignement, on ne s'y est pas intéressé non plus. Deuxième remarque, pour répondre à plusieurs questions et réagir en confortant ce qu'a dit Constance Insel, il faut à la fois s'assurer que les récits nationaux sont compatibles et enseigner l'histoire de l'Europe. S'assurer que les récits nationaux sont compatibles. Je prends un exemple. La date du 11 novembre 1918, la signature de l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale. C'est le sujet sur lequel les historiens français et allemands qui ont rédigé, il y a maintenant une quinzaine d'années, un manuel franco-allemand d'histoire contemporaine mis à disposition des lycéens de France et d'Allemagne, c'est le sujet sur lequel ils ont eu le plus de mal à se mettre en accord sur un récit commun. Pourquoi? Parce que côté français, c'est un jour de victoire, la France est la première puissance militaire du monde et la première puissance européenne, et côté allemand, c'est une défaite et c'est le début d'un processus qui, au bout de quelques années, a débouché sur l'horreur absolue de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et donc, en les écoutant, j'ai réalisé que ce que nous devons faire, enseigner, nous en France, par exemple, vis-à-vis de nos lycéens, ce n'est pas simplement un récit commun franco-allemand, c'est enseigner à partir de quelques exemples de ce genre. On ne peut pas le faire pour tous les événements. Comment le même événement qui a eu des conséquences historiques pour beaucoup de pays a été ressenti sur le moment et a eu des conséquences différentes dans les pays. Donc, en France et en Allemagne, on va en parler, mais le 11 novembre, en Pologne, on s'en réjouit, c'est une fête nationale. La Pologne retrouvait son indépendance, perdue un siècle avant. On s'en réjouit aussi à Prague, pour la première fois, les Tchèques et même à l'époque les Slovaques avec eux deviennent indépendants. Par contre, à Budapest, c'est un désastre national, puisque avec le traité de Trianon, on va perdre la Transylvanie, entre autres. Et du coup, c'est un jour de gloire en Roumanie. Alors, la fête nationale, ce n'était pas le 11 novembre, c'est le 1er décembre, parce qu'on a justement récupéré la Transylvanie, la Roumanie étant opportunément revenue dans le camp des vainqueurs au dernier moment. Et donc ça, c'est comme ça que nous pouvons, par ce qu'on appelle la multiperspectivité, veiller à ce que nos histoires nationales, qui resteront nationales puisque les programmes sont nationaux, sauf dans les écoles européennes, je vais y revenir, soient euro-compatibles, soient compatibles avec la réconciliation de nos pays. Alors, en même temps, on a bien sûr besoin de raconter l'histoire sur une perspective européenne, et je dirais d'ailleurs, il faudra un jour le faire dans une perspective mondiale. Je donne un seul exemple, mais il est très significatif. C'est le grand historien américain Timothy Snyder, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de l'Europe, qui faisait remarquer que si on veut élaborer une histoire de l'Europe depuis 2000 ans, ce qui va apparaître immédiatement, c'est que beaucoup de nations européennes, en réalité, n'existaient pas jusqu'au XIXe siècle. Or, dans nos récits nationaux, chacun explique qu'il existe depuis 1000 ans ou 2000 ans. Et surtout, on va faire apparaître que le peuple européen le plus ancien, c'est le peuple juif. Parce que des juifs, il y en a en Europe, dans tous les pays d'Europe depuis 2000 ans.
Mais dans aucun de nos livres d'histoire, on ne parle du peuple juif, sauf évidemment la Shoah, ou des exemples tristes de ce genre de persécution des Juifs. Donc, on a besoin effectivement des deux. Alors, à la question, est-ce qu'il y a des manuels d'histoire de l'Europe qui existent, qu'il faudrait recommander, etc. Alors, il y a des manuels, il y a des livres d'histoire. Il ne faut surtout pas qu'il n'y en ait qu'un. Il ne faut surtout pas qu'il y ait l'équivalent en Europe d'une histoire officielle du type de celle qui existe dans plus de la moitié des pays européens. Non, il faut du pluralisme. Il faut que chaque enseignant puisse choisir entre plusieurs manuels. Et idéalement, il faudrait qu'on ait à la fois un enseignement d'histoire à partir de la nation, parce que le sentiment d'appartenance, d'identité dont nous avons tous besoin et dont la génération de nos enfants a encore plus besoin que nous, il s'exprime d'abord le plus près des citoyens, au niveau local, au niveau régional ou au niveau national. Donc, il ne faut pas se passer d'histoire nationale, tout commence par l'histoire nationale. Mais il faut naturellement, d'abord, s'assurer que les récits nationaux sont compatibles entre eux et les replacer dans l'histoire européenne. Mais pluralité des manuels. Et là, alors, sur les écoles européennes, je dirais, ça dépend d'elles, ça dépend à la limite de l'Union, c'est intergouvernemental, mais là, l'Union européenne, qui apporte des financements, est fondée à s'en mêler. Or, d'après mes informations, en réalité, il y a un groupe d'une demi-douzaine de professeurs qui se réunissent chaque année pour décider du contenu du programme. C'est certainement des choses que l'on peut améliorer. Sur les manuels nationaux, là, je réponds à la question de M. Drevet, qui dit « mais il faudra expurger les manuels nationaux d'un certain nombre de… » Mais qui va le faire? Qui a la légitimité pour dire à la France, dans tel manuel, il y a une phrase qui est inacceptable? Personne, évidemment. Personne. D'autant que si chacun se met à juger les manuels des autres, alors bonjour la pagaille. Hein? Donc, c'est pour ça que la démarche de l'Observatoire consiste à dire je publie ce qu'il y a dans tous les programmes, à la limite dans tous les manuels, et je soumets au débat. Et en fonction des débats, la pression populaire, la pression, au départ évidemment plutôt de ceux qui s'intéressent à ça, et des élites, ou de ceux qui sont le plus attentifs à l'enjeu de l'enseignement d'histoire, permettra de contraindre les ministères d'éducation et les pouvoirs publics à améliorer la situation. Alors, ceci pour rassurer d'ailleurs M. Viandas, qui a voulu nuancer notre propos en disant « mais il ne faut surtout pas faire une table rase ». Mais Constance et moi, nous plaidons pour le contraire de la table rase. Nous plaidons pour qu'on enseigne l'histoire. Quand j'ai dit on ne parlait pas d'histoire avant 2004 au Parlement européen, ça ne veut pas dire qu'on l'avait oublié. Ça ne veut pas dire non plus que tout notre passé nous divise. Au contraire, les pages glorieuses, les grands scientifiques, les grands savants, les grands artistes, les grands créateurs, tous ceux qui appartenaient à ce qu'on appelle la République des lettres, c'est grâce à l'histoire commune de l'Europe qu'ils ont vu le jour. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tout ce qui peut nous diviser est dans le passé. Le passé n'est pas fait que de sujets de division et de haine. Il est fait aussi de beaucoup de sujets d'admiration et d'exemples. Mais nous devons veiller à connaître le passé, mais en faire une utilisation telle que, encore une fois, nous renforçons la réconciliation entre nos peuples au lieu de les diviser. Alors, votre exemple de l'histoire, qui fut la première phase au XIXe siècle de la marche de la Roumanie vers l'indépendance avec Todor Vladimirescu, et à la fois son alliance et puis après la tragédie qu'il a opposée à Alexandre Ypsilanti, est très intéressante.
Et c'est un bon exemple montrant comment des pays comme la Roumanie et la Grèce ont besoin de réconcilier leur mémoire. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, on a un problème de réconciliation de ce genre entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Car nous avons tous assisté, et nous avons tous, je suppose, été atterrés, de constater que le jour où, après plus de 20 ans de débats, finalement, des dirigeants extrêmement courageux de Grèce et de Macédoine du Nord se sont mis d'accord et confortés par les référendums qui ont suivi pour que, sur le nom de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui s'appelle donc maintenant Macédoine du Nord, permettant à la Macédoine du Nord d'enclencher, espérait-elle, la première étape de sa négociation d'adhésion à l'Union européenne, un veto à la surprise générale a été mis par la Bulgarie avec deux motifs. Un, il conteste l'existence d'une langue proprement macédonienne, et deux, il conteste la manière dont, dans les manuels scolaires nord-macédoniens, on présente la personnalité de M. Götze Delchev, qui a été un militant anti-turc à la charnière du XXe et du XXe siècle, dont les manuels nord-macédoniens présentent comme un militant de la cause nationale macédonienne, alors que les manuels bulgares présentent un militant de la cause nationale bulgare. L'observatoire que j'ai l'honneur de présider, s'il fait ses preuves dans son domaine de compétences, a aussi comme vocation d'accueillir les historiens ou les dirigeants de pays qui voudraient réconcilier leur mémoire de manière à essayer de trouver soit un récit commun, plusieurs pays l'ont déjà fait bien avant la création de l'observatoire, soit ce que j'appelle des récits nationaux compatibles. Et je termine en répondant à la question de Madame Daphne Gogou, que je remercie de ses compliments, sur les frontières. Les frontières de l'Union européenne n'ont rien à voir avec le passé. Rien. À la limite, même pas avec la géographie. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est un contrat de mariage ou un contrat d'association. C'est un mariage à la fois polygamique et polyandrique, mais c'est un contrat de partenariat et d'association. Et d'ailleurs, nous avons introduit l'article 50 dans le traité de Lisbonne, que les Britanniques ont mis à profit, pour instituer le divorce. Dans l'esprit d'un mariage, on se marie parce qu'on veut avoir un avenir commun. Par définition, on a eu des passés différents, on a pu avoir des passés conflictuels, mais on considère que désormais, notre avenir, on doit le faire ensemble. Et à ce moment-là, on se marie et on entre dans l'Union européenne. Et naturellement, on entre dans l'Union européenne avec le consentement de tous. Par contre, si à un moment, la vie familiale devient insupportable, eh bien, on a le droit de partir, on a le droit de divorcer. C'est ce qui s'est passé, malheureusement, je dirais malheureusement surtout pour eux, avec nos amis britanniques. Pour entrer dans l'Union européenne, chaque pays doit obtenir l'accord de tous les membres de la famille. Et donc, chaque membre de la famille a un droit de veto sur un nouvel arrivant. Donc, ça n'est pas à moi de dire, au vu de ce qui s'est passé au XXe siècle, au XIXe siècle, sous le stalinisme, ou le nazisme, etc., tel pays a droit à, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. C'est chaque pays, donc chaque peuple, soit par l'intermédiaire de son Parlement, soit par référendum. Plusieurs des pays membres de l'Union européenne ont introduit, cas de la France, ont introduit dans leur constitution une disposition qui rend un référendum obligatoire pour l'élargissement, les élargissements futurs de l'Union européenne. Et donc, tous les pays qui veulent vivre ensemble ont vocation à entrer, naturellement les pays qui appartiennent à la sphère européenne et géographiquement proches de l'Europe, c'est plus évident pour tout le monde, à condition qu'ils remplissent les critères, les fameux critères de Lisbonne, auxquels j'en rajouterai un, et je conseille aujourd'hui
à la présidence française de l'Union européenne de proposer à ses partenaires d'expliciter ce critère, avoir réconcilié les mémoires des pays candidats. Faire en sorte de ne plus admettre dans l'Union européenne que des pays qui, avant d'entrer, ont réconcilié leur mémoire avec les pays voisins. Parce que si ce n'est pas le cas, s'il y a encore des litiges graves portant sur le récit du passé, ça veut dire que l'Union européenne, qui a réussi ce miracle de la réconciliation entre ces peuples, fait entrer dans la famille les haines des autres. Et ça, nous n'en voulons naturellement à aucun pays. Mais les frontières de l'Union, ce n'est pas le passé qui décidera, c'est le présent et l'avenir. Beaucoup, Monsieur Lamassourin, pour ces propos fort intéressants et qui s'adressent à l'avenir autant qu'au passé, sans y inscrire la dimension d'une fatalité ou d'une automaticité. Nous voici donc des citoyens responsables, mais j'aurais aimé, même si nous approchons tout à fait de la fin de ce débat, et je suis navrée, c'est court, pour parler de l'enseignement de l'histoire, j'aurais voulu demander à Mme Hitzel. Monsieur Lamassoure nous dit, bon, il n'est pas question d'avoir un récit unique, central. Mais est-ce qu'on peut imaginer alors un espace, les manuels, rapprocher les manuels, faire ce travail de comprendre, de rapprocher. Est-ce que la maison de l'histoire européenne peut figurer cet espace où débattre et comment? Je crois que vous êtes une praticienne, vous avez déjà ouvert cet espace, où on pratiquerait depuis le bas, les citoyens, les visiteurs, les professeurs visiteurs, les journalistes invités, où on pourrait provoquer un débat sur la construction de ces histoires partagées. Et en quel sens? Comment est-ce que vous organisez ça? Je sais que vous avez mené une réflexion approfondie du point de vue méthodologique. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Je rappelle que la Maison de l'Histoire européenne, c'est à Bruxelles, dans le parc Léopold et dans le bâtiment Eastman, qui est un magnifique bâtiment des années 30. Voilà, je vous écoute, Madame Hitzel. Navré, on a beaucoup de matière et voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, brièvement, je voulais juste élaborer aussi rapidement sur la question des professeurs et des écoles, parce qu'en fait, mes collègues médiateurs culturels enseignent aux professeurs comment enseigner dans leur classe l'intégration européenne, l'histoire de l'intégration européenne ou d'autres sujets, l'histoire de la démocratie, les élections européennes, etc. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'intérêt parmi les professeurs, mais on constate trop souvent que c'est laissé à l'initiative des seuls professeurs de s'intéresser à un point de vue européen, transnational ou à l'histoire de l'intégration européenne. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus dans ce domaine-là, de manière très pratique, d'enseigner aux enseignants les matières dont nous discutons ici. Je voulais, oui, justement, la question que vous posez, Catherine, elle est au cœur de notre problématique et j'ai vu aussi une question dans le chat écrit par rapport à la Belgique qui fait référence à la diversité des points de vue dans un seul pays comme la Belgique. Effectivement, c'est tout le défi de notre musée, c'est de créer une narration chronologique qui soit comprise par les gens dont les connaissances préalables sont inexistantes quasiment, parce que c'est pour ces gens-là qu'on fait le musée, c'est pas pour les experts. Donc, une narration assez compréhensible, mais en même temps adresser la diversité des points de vue, la diversité des expériences à laquelle a fait référence Monsieur Lamassoure. Donc, nous, en muséologie, on a plusieurs façons de le faire. C'est peut-être même un peu plus simple que dans les livres où on dispose d'une matière écrite, parce que dans le musée, on peut différencier de plusieurs points de vue. On l'a fait moyennant des objets de différents et des documents de différents pays. On l'a fait moyennant des films qui montrent parfois vraiment une situation locale ou nationale qui différencie les images, les photographies, les documents, les oral history, les témoins oraux
sont souvent des voix individuelles ou des voix ou représentent des points de vue nationaux. On a aussi parfois explicitement des études de cas dans l'exposition, par exemple quand on parle de la mémoire de la Shoah, où on différencie, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas mettre dans un même simplifier et dire que l'Allemagne de l'Ouest, ça a été la même chose qu'en Ukraine. Non, on montre la diversité de la mémoire. Donc, on peut différencier. Donc, la problématique consiste à réconcilier en même temps tout ce qui est partagé et à rendre partageable, comme l'a dit Madame Passerini, à rendre partageable ce qui diviserait. Et on a fait une version dans notre musée que vous pouvez venir visiter. Je vous invite cordialement si ça n'a pas été le cas. Et après, il y a tous les formats de débat, effectivement, que nous organisons en ligne ou dans le musée, ou voire dans l'exposition, où on ouvre l'exposition à l'interprétation pour représenter différents points de vue. Voilà, donc j'essaie d'être brève parce qu'il est 14 heures et je sais que vous avez probablement des après-midi pleins de programmes. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis on se reverra peut-être chez nous au musée. Merci beaucoup, Constance Itzel. Je vais effectivement renoncer à prolonger, sauf s'il y a des protestations, au-delà de toute mesure, notre discussion et notre débat. J'enverrai peut-être en forme de boutade une question. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps, le 9 mai, de mettre en congé, en quelque sorte, les citoyens européens et de les inviter à discuter de leur expérience, mettre ensemble les professeurs. Pourquoi ne pas consacrer cette histoire, cette journée du 9 mai, à un chantier de l'histoire européenne, à la recherche de l'histoire européenne. Catherine, oui. Est-ce que je peux vous arrêter là? Ah, je savais bien. Juste pour vous dire, malheureusement pas, à cause de nos partenaires d'Europe centrale et orientale, qui ne comprennent pas pourquoi on fête le 9 mai. Parce que le 9 mai, pour nous, à l'Ouest, c'est évidemment la commémoration du discours fondateur de Robert Schuman, mais pour les pays de l'Est, c'est le jour de la signature de l'armistice qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale à Berlin, pour ce qui concerne l'Union soviétique et l'Armée rouge. Et donc, ce jour-là, tous les pays, tous nos partenaires d'Europe centrale et orientale sont passés du totalitarisme nazi au totalitarisme communiste. C'est très difficile de leur faire commémorer le 9 mai. C'est pour ça que je proposais de prendre un certain nombre de dates pour montrer que, selon nos pays, ces dates peuvent avoir une signification extrêmement différente. Bon, quand même. Il faut trouver une autre date alors. Voilà, il faut trouver une autre date. On n'en finit pas d'hésiter et de reporter, mais je dois, en mode de conclusion, vous remercier beaucoup. J'ai enregistré la discussion, il y a des éléments, beaucoup de questions sur les manuels, les écoles et tout ça. Nous n'épuiserons pas le sujet. Par contre, demander à M. Lamassoure et à Mme Itzel de nous tenir informés, si possible, de l'engagement de leurs travaux, du lancement, du moment où ils vont lancer le débat. Personnellement, je suis déjà allée plusieurs fois déjà au parc Léopold visiter la Maison de l'Histoire européenne. Il y a de quoi y passer de nombreuses heures. Et donc, nous mobiliser les gens pour ce travail qui est à la fois immense, mais absolument nécessaire. On ne peut plus rester dans nos silos, d'autant que, on en a parlé à travers les frontières, même si M. Lamassoure a été rusé, nous avons quand même un environnement hostile, pas peu sympathique parfois, qui nous interroge et qui frappe à notre porte. Il faudrait quand même que nous prenions position aussi. Donc, il y a ce chantier que nous devons impérieusement mener. Merci beaucoup de nous avoir fait part de cette initiative au sein du Conseil de l'Europe, mais aussi dans l'enceinte des institutions européennes à Bruxelles. Et je vais vous remercier. Nous allons diffuser ceci en format radio, en format vidéo, et même aussi, je crois, en publication à travers le GRASP, parce que ça n'est que le début d'un Il y aura une publication de cette conférence bientôt, avant la date d'anniversaire de la mort de Staline, qui est aussi ma date de naissance. Oh là là, l'histoire est longue. Comme tu disais, Ambroise.
Bien. Merci infiniment, Monsieur Lamassoure. Merci beaucoup, Constance. Et merci à tous qui ont participé, qui n'ont pas toujours eu la parole, mais j'ai enregistré les questions. Nous essaierons aussi de les récupérer et de les faire circuler. Merci beaucoup. Bonne année à tous. Bonne santé et très proche. Nous sommes très proches. Au revoir. Merci Catherine. Au revoir. Au revoir Catherine, au revoir Constance. Au revoir chers amis. Bon courage.